Autant peut-être qu'on peut se permettre des erreurs dans une intelligence artificielle qui génère des textes, autant là dans le pilotage d'un process industriel, les conséquences potentielles d'une erreur d'algorithme sont l'explosion d'une étuve et un accident industriel grave. Donc on ne peut pas se permettre. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir, une fois n'est pas coutume, dans les bureaux de Vecchia, le président et le fondateur de Alfie Technologies. Bonjour Yann Jobert. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour nos auditeurs, te présenter et nous raconter ce que fait Alfie Technologies ? Alfie Technologies, c'est une société qui a 50 ans, une société industrielle qui est ce qu'on appelle un offreur de solutions, c'est-à-dire qu'on fabrique des machines, des lignes de production. Alors on est présent dans les matériaux de construction, on va fabriquer des lignes de production pour le béton, pour les isolants. D'accord. Et puis on va fabriquer des lignes de machines pour faire du stockage automatisé, de la manutention automatisée, robotisée. Donc c'est l'industrie telle qu'elle existe depuis pas mal de décennies qui est le cœur de ton sujet. C'est ça, l'industrie lourde, ce sont mes clients et je leur fournis des solutions de production ou de manutention pour qu'ils gagnent en productivité. Notre raison d'être, c'est de concevoir des usines intelligentes, connectées, respectueuses de l'environnement et qui améliorent les conditions de travail des opérateurs. Et notre objectif, c'est de favoriser la production industrielle en France à travers des solutions qui apportent de la compétitivité. L'activité d'Alfie Technologies est pour nous un super exemple pour nos auditeurs, puisque l'industrie traditionnelle, on la voit souvent un peu éloignée de l'intelligence artificielle. Tu es la preuve que ça peut ne pas être le cas. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont Alfie Technologies fait effet de levier sur l'intelligence artificielle pour rendre ses machines plus performantes et peut-être aussi d'autres éléments de son expérience utilisateur et client ? En fait, on a démarré de manière assez pragmatique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on fait des lignes de production, nos automates remontent de la donnée et on va déjà commencer par utiliser cette donnée. Oui, d'accord. Et avant de vouloir vraiment faire de l'intelligence artificielle, on a déjà commencé par remonter ces données, être capable de les analyser de manière assez simple pour faire dans un premier temps de l'analyse de dérives de qualité de production, faire de la maintenance planifiée ou préventive. C'est déjà un bon point, oui. Mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle parce que là, on va utiliser des algorithmes mathématiques assez simples pour remonter de la donnée et la traiter. Et ça remonte à peu près à quand, les premières démarches sur cet axe-là ? Il y a 6 ans. 6 ans, d'accord. Donc on a été vitrine industrie du futur, labellisé vitrine industrie du futur par l'Alliance Industrie du futur sur ce thème et sur le thème du jumeau numérique en 2018. Ouais, donc pour donner un peu l'idée. Donc ça a été la première étape et à partir du moment où vous avez collecté ces données, l'idée de l'intelligence artificielle est arrivée dans un second temps. C'est ce que je comprends. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un outil. Ce qu'on a voulu faire, c'est travailler sur des outils prédictifs. Et plus on a creusé, plus on a aperçu que ça pouvait demander des ressources particulières en termes de compétences informatiques et mathématiques. Et donc, on s'est attaché à travailler sur des process continus, très fortement impactants sur le plan économique. Et on s'est dit, sur ces thèmes-là, il y a des véritables enjeux pour les clients qui coûtent très cher. Et donc là, il y a probablement des gains d'économie substantiels à aller chercher pour lesquels il est possible de mettre des moyens financiers importants. D'accord. On peut donner peut-être quelques exemples d'usage justement de ces algorithmes, ces données pour améliorer la performance des chaînes de production ? Alors, je vais raconter l'histoire, en fait, comment on est arrivé là. Oui, donc nous, dans les lignes de production, on fait en particulier des lignes de production d'isolants. Dans la ligne de production d'isolant, en fait, on prend du verre, on le pile, on le met en fusion à plus de 1200 degrés. Donc, c'est des processus qui consomment énormément d'énergie. Puis après, on va fabriquer des petits spaghettis comme dans une machine à barbe à papa. On va aspirer toutes ces fibres pour faire un matelas et ensuite, on va étuver ce matelas pour que les fibres tiennent en elles, que ça fasse le matelas de laine de verre que tout le monde connaît dans son grenier. Bon. Et alors, le problème, c'est que dans l'étuve, c'est une machine qui fait à peu près 300 mètres de long et qui consomme... une quantité d'énergie sous forme de gaz importante pour maintenir le tapis à 300 degrés. D'accord. Et régulièrement, il y a des explosions et des incendies
Donc ça fait que tout s'arrête alors que le cubilo continue à fonctionner avec du verre en fusion. Ah oui. Alors, quand il y a un accident, il faut tout arrêter, attendre que le verre refroidisse, tout casser et tout recommencer. Donc ça coûte extrêmement cher. Ouais, c'est une presque catastrophe industrielle ou un vrai incident industriel. Ça arrive malgré tout de temps en temps. Ouais. Et donc là, il y a un véritable enjeu économique. Ça vaut le coup de mobiliser un peu de jus de cerveau, si je puis m'exprimer ainsi, pour essayer de comprendre quelles sont les conditions qui amènent à une explosion ou à un arrêt de l'étuve. C'est comme ça qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse maintenant du machine learning pour comprendre ce qui se passe, identifier les patterns liés à l'explosion et être capable de les prédire ensuite. Et c'est comme ça qu'on est venu à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir partagé cet exemple avec nos auditeurs. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est une forme d'alarme intelligente qui va détecter de manière anticipée les risques, les situations à risque. Et dans ce cas-là, quelle est l'action de l'utilisateur de la chaîne de production ? Est-ce qu'il a la possibilité d'agir et si oui, comment pour remédier à ce risque ? Alors, chez Alfie Technologies, on a une philosophie, c'est qu'on ne laissera jamais l'intelligence artificielle piloter une machine. Oui. C'est beaucoup trop dangereux. En revanche, on fait en sorte que l'opérateur soit un opérateur augmenté par l'intelligence artificielle et qui puisse avoir des informations qui lui permettent de piloter correctement sa machine. Et donc, typiquement en la matière, l'algorithme va être capable d'identifier des dérives. Ça peut être sur les tensions de chaîne, donc sur les intensités des moteurs, sur les taux d'oxygène, qui sont les conditions propices à un moment donné à une explosion. Oui, d'accord. Et donc, sur cette base-là, l'algorithme va suggérer des actions à l'opérateur pour réduire la consommation d'énergie et diminuer un petit peu la température, remettre un peu de lubrifiant dans les chaînes le cas échéant pour éviter les surtensions. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions, je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail-là, mais l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de prédire des accidents ou des arrêts, donc de gagner en productivité à travers une aide apportée directement à l'opérateur pour en faire un opérateur augmenté. Très bien, exemple tout à fait passionnant. Donc ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Salut Yann, alors je me posais une question sur Alfie, puisque ton entreprise a aujourd'hui 50 ans. Comment une entreprise de tradition industrielle peut devenir un expert en intelligence artificielle ? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas des experts en intelligence artificielle. Mais on a su intégrer ces compétences en les faisant venir de l'extérieur. Et donc, dans le cas présent que je viens de citer, j'ai monté un partenariat avec l'UTC et le CETIM. Donc, c'est un projet collaboratif. Donc, une université et un centre d'expertise. Ouais. C'est ça. Financé d'ailleurs par le programme Industrie du futur de la région Hauts-de-France. D'accord. Et donc, je note aussi ce point-là parce que c'est un point absolument capital. Qui favorise et qui existe d'ailleurs, je crois, dans toutes les régions, hein, donc il ne faut pas s'en priver. Mais on va quand même être un peu chauvin sur ce coup-là. C'est clair, parce que je trouve que la région Hauts-de-France a vraiment une longueur d'avance en la matière. Et donc moi, je le salue. Et donc, grâce à l'UTC et le CETIM, on a pu mobiliser en externe un postdoc qui est spécialiste de machine learning. Et nous, en interne, on a des compétences qui sont complètement complémentaires. Nous, on a des compétences sur la conception des machines, sur les process thermiques, mécaniques, automatisme. Le CETIM, il apporte ses compétences sur la partie algorithme et puis sur des spécifiques mécaniques. Et l'UTC, à travers le postdoc, lui, il vient nous aider à choisir les bons algorithmes de machine learning, à éduquer les algorithmes à nos données pour en tirer quelque chose. D'accord. Donc, vous êtes fait accompagner par de la compétence externe pointue, chacune dans son domaine, à la fois intelligence artificielle et par un expert en mécanique qui vous ont permis de construire les bonnes compétences pour mettre ce projet. Une fois que les ressources sont arrivées, par quelles étapes vous êtes passé pour finalement mettre en marche un projet qui a abouti à un résultat probant ? La première des choses, c'est de récupérer des données et les analyser. Donc, il y a toute une démarche de récolte systématique des données et d'analyse à travers des ensembles de matrices de corrélation pour définir quelles sont les données qui sont pertinentes, cohérentes, quelles sont celles qui ne le sont pas, et identifier des patterns spécifiques au fonctionnement de la machine et des patterns spécifiques de la pathologie potentielle de la machine. Okay. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait. Le rôle, ça va être à la fois de définir ces patterns et ensuite, par exemple pour le fabricant de machine, de dire à quoi correspond ce pattern. Parce qu'encore une fois, la donnée, elle n'est pas à mettre en elle-même. Il faut toujours qu'on la relie à un phénomène physique, à une pathologie de la machine. Parce qu'il faut qu'on soit en compréhension systématiquement de ce qui se passe dans le process. Parce qu'il faut éclairer l'humain utilisateur sur ce qui est en train de se passer plutôt que de lui sortir un résultat pré-mâché sur lequel il ne pourra pas avoir de regard critique finalement. Je comprends que c'est ça l'intérêt. C'est d'autant plus important
que les conséquences potentielles d'une erreur d'algorithme sont l'explosion d'une étuve et un accident industriel grave. Donc on ne peut pas se permettre. Autant peut-être qu'on peut se permettre des erreurs dans une intelligence artificielle qui génère des mots ou des textes. Autant là, dans le pilotage d'un process industriel, ça n'est pas, les enjeux sont différents, donc c'est juste pas possible. D'accord. Et si on reprend le cheminement du projet, donc il y a eu cet aspect collecte de données, il y a eu l'aspect faire venir les bonnes compétences. J'imagine ça aboutit à un moment donné à des premiers résultats. Et comment vous êtes passé de ces premiers résultats à quelque chose qui est déployé de manière plus industrielle, directement auprès de vos clients ? Alors, pour passer de la phase, je dirais, prototype à la phase industrielle, il faut être sûr que nos algorithmes sont bien entraînés. On a besoin, en fait, de récolter un nombre de données relativement important. Alors, en l'espèce, pour notre projet, je ne sais pas si on peut le systématiser, mais il nous faut quasiment 2 ans de données d'exploitation pour vérifier que nos algorithmes sont bien entraînés et qu'ils donnent des bons résultats. D'accord. Et c'est seulement quand on a cette confirmation qu'on peut passer dans une phase de déploiement. Voilà. Donc pour moi, la clé, encore une fois, et probablement également la difficulté, c'est d'avoir un jeu de données qui soit suffisant pour entraîner correctement les algorithmes. Pourquoi ? Parce que finalement, on s'aperçoit que des données historisées chez nos industriels, il y en a assez peu. Hein. Oui. Elles sont disponibles, mais elles ne sont pas historisées. Et puis celles qui sont historisées ne sont peut-être pas celles dont on a besoin. Et donc toute cette phase-là de dire, finalement, voilà les données dont on a besoin, on les récolte pour pouvoir les analyser et entraîner correctement les algorithmes. Cette phase-là, il faut pouvoir l'anticiper un petit peu. Donc il faut une certaine maturité, y compris chez nos clients industriels aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. J'en profite pour insister auprès de nos auditeurs. C'est que on dit souvent, mettez-vous à l'intelligence artificielle, et souvent ça commence par là, c'est-à-dire de se dire, pour pouvoir un jour exploiter pleinement le potentiel des algorithmes, il me faut des données. Et donc il est urgent, si ce n'est pas déjà le cas, de commencer à les historiser, comme tu viens très justement de le décrire. Et donc tout cela nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Rebonjour Yann. Alors on dit souvent que l'IA consomme beaucoup d'énergie, mais je m'adresse à ton expérience, est-ce qu'elle peut permettre d'en économiser aussi ? D'abord, en ce qui nous concerne, nous, l'entraînement des algorithmes, qui est, je dirais, la facette qui consomme le plus d'énergie dans une IA, chez nous, c'est relativement limité parce que la quantité de données est plus limitée. Et les enjeux sont moins importants. Donc déjà, l'IA au service de l'industrie, c'est pas une IA qui va consommer des centaines d'heures de data center, enfin des centaines, des milliers ou des centaines de milliers d'heures. C'est pas du tout le cas. Donc déjà, on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc c'est quoi ? C'est 1 ou 2 PC, en gros, qui servent à faire l'entraînement. Exactement. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que à travers notre exemple, on économise 30% d'énergie carbonée, de gaz consommé dans une étuve. Mais surtout, je pense que c'est l'illustration qu'il y a des gisements très importants d'économie d'énergie dans l'industrie, oui. Et que l'IA peut être au service d'une industrie plus verte, plus respectueuse de l'environnement aussi. Et c'est dans cette direction que nous souhaitons aller avec nos clients industriels. Et en termes d'image de l'entreprise Alfie Technologies sur le marché, auprès des clients, également auprès des collaborateurs en interne, c'est quelque chose qui fait beaucoup d'écho. Et est-ce que le fait d'avoir fait de l'intelligence artificielle a permis de prendre une position encore plus marquée sur ce point-là ? Alors, c'est en cours. Parce que on a évoqué tout à l'heure des enjeux relativement importants dans l'industrie, et ces enjeux expliquent sans doute un certain conservatisme chez les clients industriels qui, d'une part, hésitent à donner trop de données parce qu'ils considèrent que c'est du domaine de la confidentialité, du secret industriel. D'autre part, il y a un risque cyber aussi qui leur paraît important et qui les dissuade aujourd'hui d'ouvrir plus leurs usines, leurs centres et leurs machines. Donc, contrairement au B2C, aller aux intelligences artificielles qu'on voit aujourd'hui dans le domaine de l'image ou dans le domaine de la syntaxe, dans le domaine industriel, en fait, on a un train de retard globalement. Donc nous, on était plutôt en avance sur ce terrain-là. Et je pense que les développements sont devant nous, avec un positionnement d'Alfie aussi qui est particulier, parce que je sais que nos auditeurs ont entendu également des sociétés pure IA qui viennent proposer leurs services aux industriels finaux. Nous, on se trouve dans une position un petit peu intermédiaire, où en fait, on va utiliser, le cas échéant, des algorithmes apportés
par ces entreprises d'IA. D'accord. Mais on va apporter également notre connaissance intime des machines et des process Oui. pour apporter une valeur ajoutée complémentaire aux clients industriels. D'accord. Parce qu'on est les concepteurs de ces machines et de ces process. Donc on pense à avoir une certaine crédibilité, à réfléchir et à venir enrichir l'offre d'IA qui se doit d'être très spécifique à chaque process industriel. En tout cas, voilà, c'est notre conception aujourd'hui. Très bien, merci Yann Jobert. Je propose qu'on en reste sur cette dernière remarque de conclusion pour aujourd'hui. Merci encore infiniment de nous avoir partagé ton expérience au micro des carnets de l'IA. J'attire aussi l'attention des auditeurs sur le fait qu'on vient d'enregistrer un autre podcast avec Margot Corréard de la société Diagrams Technologies qui apporte aussi un regard très intéressant sur l'utilisation des données de l'intelligence artificielle dans les ateliers et dans les usines. Et ça permettra de faire le lien également avec le témoignage de Yann Jobert aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast. Bonne journée à vous et à bientôt.